Alors, de manière générale, c'est une très bonne nouvelle. Ça faisait longtemps que tout l'écosystème du financement des entreprises, des entrepreneurs, souhaitait une suppression de l'ISF. On est un des derniers pays à avoir cet impôt, qui était très mal jugé, qui a causé beaucoup de départs, et départs de créateurs d'entreprises. Et le fait de le supprimer, encore une fois, rien à dire, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Le fait de le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière, ça permet une transition, ça permet au gouvernement de faire passer un message qui est de dire on supprime l'ISF, on permet une meilleure rotation des capitaux, on fait revenir des entrepreneurs, néanmoins on garde un impôt pour les plus fortunés. Après, on peut discuter du fait que ceux qui vont payer de l'IFI aujourd'hui, ce seront les plus petits assujettis ISF, peu importe, il y a un remplacement, ça permet de faire passer le message. Globalement, c'est une très bonne nouvelle. Alors, effectivement, la suppression de l'ISF est une bonne chose. La mauvaise nouvelle pour les entrepreneurs, encore une fois, et pour les PME, c'est qu'avec la suppression de l'ISF s'accompagne la suppression de l'ISF PME, qui était le mécanisme qui permettait à des assujettis d'effacer tout ou partie de leur facture ISF en investissement au capital de PME. Cet ISF PME mis en place par Nicolas Sarkozy en 2007-2008 permettait tous les ans, il faut le rappeler, de collecter auprès d'épargnants français 1 milliard à 1,2 milliard qui étaient injectés directement au capital de PME françaises, qui ont permis de très belles choses, de financer plusieurs centaines d'entreprises, de créer plusieurs milliers d'emplois, surtout dans une conjoncture qui était difficile, qui était celle de la crise économique. Donc, oui, une bonne nouvelle, la suppression de l'ISF, la mauvaise, la suppression du mécanisme ISF PME. Alors ça, nous pensons, nos associations professionnelles pensent et les professionnels de l'investissement en capital de PME pensent que c'est une mauvaise réflexion. Encore une fois, le gouvernement pense qu'il suffit de supprimer cette niche fiscale et que naturellement, parce que la pression fiscale globale, la flat tax, la baisse de l'ISF, va permettre de dégager de l'épargne disponible auprès des investisseurs et que cette épargne disponible, elle va se diriger vers l'investissement vers les PME. C'est-à-dire que les épargnants vont tout seuls, sans incitation fiscale, mais uniquement parce qu'ils ont gagné du pouvoir d'épargne, l'investir dans les PME. On pense que là, ils se trompent. C'est mal connaître le terrain. On connaît bien les épargnants français. Ils sont plutôt frileux. Et que vont-ils faire de ce surplus d'épargne? Je pense qu'ils vont plutôt le placer dans l'immobilier, même s'il est plus taxé dans le gouvernement actuel, ou sur des produits défensifs. Donc c'est un mauvais raisonnement et non, il n'y aura pas une réorientation de l'épargne vers les PME directement. Alors encore une fois, ce qu'il faut, ce n'est pas de rupture globale. Ce que l'on est en train de faire, c'est dangereux. On est en train de dire depuis 10 ans, on a injecté dans l'économie réelle, dans les PME françaises, 1 milliard, 1,2 milliard par an. Et du jour au lendemain, on arrête ce dispositif qui fonctionnait. Donc on prive tout un tas de PME, TPE, technologiques ou pas, de ce financement. Ce que l'on propose, c'est de aller sur un mécanisme alternatif, complémentaire, qui est l'ISF, l'IR-PME. Un mécanisme Madelin qui permet, comme sur l'ISF, et le mécanisme beaucoup plus vieux, d'effacer sa facture d'impôt sur le revenu en investissement au capital de PME. Ce qu'il faut, c'est redynamiser cette niche, qui est également une bonne niche fiscale, qui aujourd'hui est assez peu utilisée puisque le taux de réduction n'est que de 18% plafonné à 10 000 € au titre du plafonnement des niches fiscales. Ce que nous proposons, les professionnels et nos associations professionnelles, c'est de remonter ce taux de réduction au moins à 30% de réduction d'impôt et le sortir du plafond des niches de 10 000 € pour le mettre sous le plafond des niches à 18 000 €. Encore une fois, l'idée du gouvernement est bonne. L'idée du gouvernement qui est de dire à terme, il faut supprimer les niches fiscales, que ce soit sur la niche fiscale PME, que ce soit sur la niche fiscale immobilière, Pinel, ou sur d'autres niches fiscales, cinéma, dom-tom. C'est la volonté du gouvernement de dire on est habitué en France, dès que quelque chose ne fonctionne pas, à créer une niche fiscale et il faut arrêter ce mécanisme de niche fiscale. C'est une bonne chose et nous militons dans ce sens-là. Néanmoins, ce que j'évoquais tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit brutal. Les choses doivent se faire en douceur, au même titre que le gouvernement a prévu d'abaisser la fiscalité des particuliers et des entreprises en le lissant sur le quinquennat. Il faut supprimer ces niches fiscales, mais en lissant également sur le quinquennat, en régulièrement abaissant le dispositif fiscal. Le temps
de créer des nouveaux outils ou redynamiser des nouveaux outils, type le PEA-PME, type le 150 OBTR, pour pouvoir demain dire à terme, on a supprimé ces niches fiscales, mais il existe des nouveaux dispositifs performants pour financer les PME. Non, pour répondre à votre question, la suppression de l'ISF PME ne mettra pas en péril le business d'un 2-3 IM. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avant que ce dispositif soit mis en place, un 2-3 IM gérait déjà 500 millions d'euros d'actifs sous gestion. Il était déjà le leader du non-coté auprès des investisseurs privés et à l'époque déjà, nous avions une double offre, une offre fiscale IR-PME et une offre de diversification. Nous allons simplement dans le futur renforcer cette offre de diversification qui aujourd'hui sur 1,3 milliard d'actifs sous gestion, le stock de fonds fiscaux représente 800 millions d'euros. Donc 500 millions d'euros ont été collectés ces dernières années auprès d'investisseurs privés qui sont venus souscrire à des offres de diversification, qui sont venus chercher un rendement auprès du non-coté, un rendement supérieur aux autres classes d'actifs et une décorrélation, une diversification par rapport aux autres classes d'actifs. Effectivement, on s'est fixé comme objectif au début de l'année de reproduire ce que nous avions fait ces 5 dernières années, c'est-à-dire doubler les encours sous gestion. Aujourd'hui, un 2-3e gère 1,3 milliard d'actifs sous gestion. Notre objectif à 5 ans est toujours de gérer 2,5 milliards d'euros. Alors, il n'était pas prévu de doubler nos actifs sous gestion grâce à nos offres fiscales. Il est prévu de le faire en continuant à développer de nouvelles offres, de nouvelles compétences de gestion. Bientôt, nous allons annoncer le lancement d'un nouveau département sur de l'immobilier de rendement, avec le lancement d'un nouveau produit dédié à des institutionnels, un OPPCI. En l'occurrence, nous visons plusieurs projets de croissance organique, quelques projets de croissance externe. L'objectif, encore une fois, est de faire d'un 2-3e une plateforme d'offres alternatives à destination d'investisseurs privés.